Avec Arthur, on a monté la fromagerie 1 dans le panier à 200 mètres du Vieux-Port. On avait 6 000 € d'avance. Ah ouais. On n'avait pas plus, tu vois. que Enfin, dalle, ouais. on pouvait pas aller plus loin. Ouais. Quand t'es dans un entre-deux et que c'est ta boîte et que ça joue sur ce que tu vas manger à la fin du mois, tu vas voir les commentaires. Ouais. Rien que la devanture, du coup, elle est instagrammable. Et Ouais. la réalité, maintenant, tu fais un business qui est pas instagrammable, c'est un peu nul comme mot, mais Ouais. c'est la base du truc, quoi. Hello Driss, Salut, tu vas bien? bien et toi? Super. Driss, on est où là? On est en plein milieu de ma fromagerie, la meulerie Malmousque. Merci de nous recevoir. On est trop content d'être là dans cet épisode un peu particulier parce que on va manger tes produits. Ouais. Mais j'ai presque envie de commencer par là. Qu'est-ce qu'on a de beau là devant nous? Alors là, on a des classiques. On a un petit Saint-Marcelin bien coulant, un comté Marcel Petit de 28 mois. Mais en vrai, il faut que tu commences par ça. C'est un petit chèvre local de Manosque. C'est Guillaume Riera qui fait ça pour le GAEC du Grand Jas et c'est juste trop bon. Trop bien. C'est trop bon, c'est local. On va commencer, franchement, c'est l'esprit du podcast. Tu conseilles sur un petit bout de pain ou direct Moi, je trouve que c'est mieux sans pain. Mieux sans pain. Un bon pain, c'est cool, mais pour vraiment goûter le fromage... Normalement, on fait les gens manger. Là, c'est toi qui nous fais manger. Donc, mais trop bon, on se régale. Ouais, je me suis fait un peu arnaquer alors. Ouais, on te réinvitera pour un deuxième épisode. Et avec un business, une entreprise comme la tienne, il fallait qu'on en profite, quoi. C'est ouf, on est trop bien ici. C'est clair. Franchement, moi, je me sens trop bien. Ouais, et puis ça se voit. Meulerie, Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter rapidement? Je m'appelle Driss, du coup, j'ai 41 ans. Et j'ai ouvert je suis d'un village à côté de Marseille qui s'appelle La Phare-les-Oliviers. Ensuite, j'ai un peu bougé Paris, Lyon, Marrakech, Marbella. Et maintenant, ça fait 15 ans que je suis revenu à Marseille. Un peu bougé. Avec aucune envie d'en bouger. Et professionnellement parlant, j'ai travaillé en tant que vendeur, directeur de boutique. J'ai fait serveur en boîte de nuit, serveur sur plage privée, barman. Et là, ça fait 2 ans et demi qu'avec Arthur Barret, mon associé, qui est aussi mon associé de vie, on a monté le concept de la meulerie, qui est une fromagerie ensoleillée. C'est quoi une fromagerie ensoleillée? En gros, le pitch, déjà, c'est une fromagerie marseillaise. Eh ouais, forcément. Et en gros, le pitch, c'est vraiment une fromagerie qui ressemble à Marseille, avec du bleu, du jaune, où tu te sens bien, où tout le monde est le bienvenu. Et au niveau visuel, on voulait que ça sente Joule et avec une petite pincée de Spice Girls, tu vois. Ce qui correspond à peu près à ma personnalité. Ouais. Tu vois, ce matin, en faisant le ménage, j'ai écouté Spice Girls et Taylor Swift. Et là, à la fermeture, ça sera Joule à fond les ballons et SCH, quoi. Mais ça, c'est marrant parce que tu le dis là, mais ça se voit tout de suite. C'est-à-dire qu'on arrivait, t'avais le t-shirt Taylor Swift et les requins bien fluo. Donc, on peut pas se tromper sur l'image, quoi. Et je t'ai pas menti, c'est vraiment... en fait, ce qu'on te vend sur Instagram, c'est nous. Ouais. C'est nous, c'est moi, parce que c'est Arthur, l'architecte, qui a dessiné la meulerie, qui m'a fait vraiment toute l'image de marque. Et c'est lui qui fait tout le back-office. Donc, Et tu disais qu'il a designé aussi un peu par rapport à toi, tes goûts. Donc tu te retrouves avec un... Et c'est peut-être ça aussi dont on parlera, avec un business en fait où c'est toi c'est le business. Enfin, c'est un truc hyper personnel en fait. C'est hyper personnel, c'est ma maison. Je pense que je passe plus de temps ici que chez moi. Là, t'es dans la deuxième, on est à la meulerie Malmousque. Ouais. Donc Malmousque, c'est un quartier de Marseille qui est hyper centre et en même temps, t'as pas l'impression d'être dans le centre-ville puisque y a la mer à 200 mètres. Maintenant, on s'est garé, on a vu la mer. Donc, exactement. Mais les deux, c'est ma maison. Enfin, je me sens trop bien. Et d'ailleurs, on sait pas comment ça va évoluer, mais là, on a la 3e qui est en cours. Ok. Donc c'est Arthur qui dessine tout, qui décide à peu près tout ce qui est visuel. Mon point, c'est que dans chaque boutique, il doit y avoir un objet Spice Girls. Donc, tu vois, derrière toi, là-bas sur la caisse, il y a un CD collector des Spice Girls. Dans la première, c'est un vinyle. C'est mon ADN, ça rappelle mon adolescence. Mais elle est forte cette DR parce que quand on passe dans la rue, on peut pas vous louper, quoi. Il y a la fromagerie jaune fluo et on se dit, mais c'est quoi le rapport fromagerie jaune fluo? Vous avez totalement cassé les codes et vous êtes un peu... nous, on vous a connus en vrai sur les réseaux parce que vous faites du bruit, vous êtes vachement vocal. Comment on crée une image comme ça forte et comment on fait une fromagerie un peu décalée comme ça Mais en vrai, vraiment, et je pense que pour n'importe quel autre business, du moment que tu le fais et que ça te ressemble. Moi, chez moi, quand j'ai rencontré Arthur, j'avais déjà un néon,
J'avais déjà des cadres en forme de pilule jaune, bleu, rouge. Donc, c'est vraiment mon ADN à moi de fond. Et en fait, du moment que ça te ressemble, je pense que ça peut que marcher. J'aime ce qui se voit, j'aime ce qui brille. Alors, est-ce que c'est parce que je suis de Marseille? Est-ce que c'est mes origines? J'en sais rien. Ce qui paraît, dans mes origines, on aime bien l'or jaune. Donc, ouais, je sais pas, c'est juste nous. Enfin, on l'a senti comme ça. Après, t'as une part de chance quand ça prend sur les réseaux, mais je pense que c'est une grosse partie de travail. C'est qu'au début, c'était un peu dur. Tout le monde te dit, bah, c'est trop bien, t'as un business qui marche, t'as de la chance, ça marche sur les réseaux. Et c'était un peu énervant parce que tu peux pas répondre aux gens, c'est du travail, mais en vrai, c'est tellement un travail derrière tout le temps. Bah oui, la chance, ça existe pas vraiment, c'est tout ce que t'as fait derrière. T'as un côté chance, tu vois, peut-être d'être au bon endroit, au bon moment, avec le bon concept, mais t'as un côté travail. Si tu bosses pas, bah, t'as pas assez de réel, t'as pas assez de story. Comment est-ce que vous avez commencé à buzzer? C'est quoi un peu la secret sauce? En vrai, c'est nous et les gens, en fait. Et Marseille, parce que l'image, elle était assez forte. On a eu des photos, rien que la devanture, du coup, elle est instagrammable. Et la réalité, maintenant, tu fais un business qui est pas instagrammable, c'est un peu nul comme mot, mais c'est la base du truc, quoi. Les gens prennent en photo, on prend tous en photo ce qu'on mange, la boîte. Je pense qu'il nous a aidé à buzzer, c'est vraiment la boîte qu'on a créée. Alors là, j'en ai pas ici, puisqu'on est en rupture de stock, c'est vrai en plus. Mais on a ouvert le 2 novembre avec une boîte, comme une boîte à chaussures qu'on a créée sur mesure. On voulait pas de plastique transparent. On voulait vraiment que ça s'ouvre comme une fenêtre. On a repris quelques codes un peu de Big Mama, tu sais, avec beaucoup d'écriture à l'intérieur, une checklist, un plateau à raclette qui glisse vraiment sur la table et où tu vois notre marque, mais qui est pas assez imposant pour que tu n'aies pas envie d'enlever le fromage. Tu gardes le plateau sur ta table. Ouais, d'accord. Et de le prendre en photo. Et du coup, ta raclette, tu la prends toujours en photo. En novembre, c'est ce que tu fais tout le temps. Et du coup, c'est les stories des gens. On a reposté. Et nous, on espérait avoir 2000 abonnés en 1 an. Et là, en 2 ans, je crois qu'on arrive à 13 000, 13 200. Donc, 13 000, comme par hasard, 13 000. Exactement. C'est le 13, tu vois. Je ne ferai pas le ciné-joule, tu vois. Ça me démange un peu en dessous, mais c'est trop cliché. Non, mais tu parlais d'Instagrammable, mais en fait, c'est une vraie strat marketing parce qu'en fait, c'est hyper malin. Ce que tu dis, c'est en gros, comme les gens, ils vont prendre en photo le fromage, vous êtes arrangé pour avoir la meulerie un peu partout, de façon un peu fine. Le fromage, la devanture. Les gens prennent en photo les touristes. À l'intérieur, on a un néon plutôt sympa, tu vois. On essaie de changer les affiches, d'avoir des petits objets. Dans la première boutique, à côté de mon vinyle Spice Girls, t'as une assiette avec Jean-Claude Van Damme, tu vois. Des trucs qui n'ont pas de sens et en même temps qui sont des conneries que j'achète au quotidien. Là, tu vois, en ce moment, je suis sur Vinted sur un lot d'assiettes Vache qui rit et de mugs Vache qui rit que j'ai hâte d'exposer partout. Banger, énorme ça. Donc, tu vois, c'est. Comment s'amuser dans ton boulot, parce qu'en vrai, on est là 7 sur 7. Et, ouais, ce que j'allais dire, t'as pas de perso, pouvoir un peu kiffer. Et après, la deuxième étape, après, c'est toujours pourquoi ça buzzait, je pense que c'est pour ça, c'est vraiment le côté collab. Ok. Et à Marseille, la première collab qu'on a fait, c'est avec Maison Mère et la French Peak. Ok. Donc Maison Mère, c'est une boutique de vêtements très marseillaise qui est à côté de nous, rue Chevalier-Rose. Et la French Peak, c'est une fille complètement barrée, Johanna, et qui fait des broderies sur mesure. Elle fait des trucs de dingue. Et elle nous a fait des broderies. Je lui ai dit ce que j'aimais. Et elle nous a fait des broderies de forme de Spice Girls sur un moliterno à la truffe, une vache, un mec avec une grande barbe qui racle de la raclette. Et tu vois, nos premiers t-shirts, c'était comme ça. En broderie, ça doit être incroyable en vrai. Ça passe trop bien. C'est trop bien. Un cachet énorme. Exactement. Tu vois, par exemple, Johanna et la Maison Mère, ils avaient rien à gagner. On avait 1500 abonnés. Maison Mère, ils en avaient 40 000. Johanna, sur son perso, elle en a 100 000. Peut-être qu'ils ont parié sur vous aussi, qu'ils ont senti le petit truc. Je pense que c'est la vibe du bon moment et de donner de la force. Bah, tu vois, le fromage que tu goûtes là, c'est le premier producteur de fromage que j'ai rencontré. Et c'est un ami d'enfance de Driss de Maison Mère. Ok. Et tu vois, c'est lui qui m'a dit appelle mon pote pendant qu'on faisait les travaux, va lui rendre visite. Et en fait, c'est tout le monde s'entraide, tout le monde se donne de la force. Quelques temps après, on a fait un t-shirt ensemble qu'on a vendu à beaucoup d'exemplaires, tu vois, avec une TN et du fromage dessiné dessus. Elle est incroyable. Donc, en vrai, je crois que c'est ça. Et avec les restos, c'est pareil. Tu vois, il y a plein de restos à qui j'aurais dit, on n'a pas d'intérêt à travailler ensemble sur ces produits parce que je suis pas compétitif en prix. Mais venez, on travaille sur un plat sur un mois et on fait une com de ouf ensemble. Il y a des jeunes qui ont monté Bab Club à la Joliette. On a fait un kebab raclette, tu vois. Et la vidéo, elle est incroyable. Donc on a fait plein de collabs comme ça avec Pizzeria Bonne Mère,
avec Carlotta Wive. Je sais pas si tu connais Carlotta Wive dans le 7e. Non. La prochaine fois que tu fais une tournée à Marseille, elle est top. Elle a un resto énorme, hyper bien placé. Et là, dans son resto, elle vient de monter une boulangerie qui s'appelle Pompe Boulangerie, où elle fait des pompes à huile, qui est un vieux produit marseillais. Pompe à huile, là, que je connaissais même pas, tu vois. Et tu vois, elle n'avait pas besoin de faire une collab avec nous et on a fait une vidéo avec eux. Donc, je crois vraiment c'est que cet esprit-là où là, Marseille se donne de la force. Honnêtement, on est la ville la plus regardée en ce moment. Il y a 3 semaines, on avait Chanel. Il y a 2 semaines, on avait la flamme olympique qui arrivait avec le BLM et Jules qui portait la flamme, quoi, tu vois. On aimait bien tout le monde, tous les sportifs et tout, mais c'était juste énorme, quoi. Et nous, toute la journée, on a des Américains, des Anglais, des Allemands et qui viennent pas faire un tour de France, qui viennent voir Marseille. Mais... Qui a un côté moins touristique et la bouffe, ça bouge grave. Bah ouais. Mais c'est vrai que ce côté entraide, accueil, franchement, nous, là, tu vois, hier, on était à la Bella Pizza avec Mathieu Gamet de Culte. Et Mathieu, il nous a donné plein d'autres contacts. La Bella Pizza, c'était des amours. Alors, c'est pas pour dire que les gens sont pas sympas à Paris. Il y a des gens sympas à Paris. Il y a des gens très sympas à Paris. Mais non, mais en tout cas, on était dans cette ambiance, tu vois. Les gens, ils sont bien et tu sens qu'ils ont envie de donner, de partager. Donc, ça se ressent, je trouve, tu vois. Et puis, c'est le bordel ici. C'est trop bien. Enfin, c'est le bordel. Franchement, moi, j'adore le bordel, perso. On a monté... Désolé, je skip un peu des questions que tu vas me poser peut-être après. Vas-y, je t'en prie. Avec Arthur, on a monté la fromagerie 1 dans le panier à 200 mètres du Vieux-Port. On avait 6 000 € d'avance. Ah ouais. On n'avait pas plus, tu vois. On pouvait pas aller plus loin. Donc du coup, tu peux encore monter là où à Paris, à Lyon ou à Aix, si t'as pas 100 000 balles sur ton compte, vu que tu montes rien. C'est un peu plus freestyle en fait. Et dans tous les sens, une freestyle avec pour monter le truc, freestyle en collab avec les copains. Voilà, enfin t'arrives le matin, t'as une voiture garée sur le trottoir, sur là où tu dois mettre ta terrasse. C'est ok, c'est comme ça quoi. Tu vois, t'as des scooters qui passent pendant que tu sers ton sandwich. Et c'est aussi ce que les gens viennent chercher à Marseille. Ouais, quoi. bien sûr. C'est Débrouillardise, pardon, un petit peu. Un beau bordel organisé. Ouais. Et du coup, ta com, si elle est pas décalée, la pizza où tu étais hier, la com, elle est incroyable. C'est un mec qui s'appelle Pierrick qui fait ça, elle est exceptionnelle. C'est génial, qu'on fait un clip de rap, enfin, tout est n'importe quoi en fait. Alors qu'il s'occupe d'une pizza et à côté de ça, il a un tout petit boulot, tu vois, il s'occupe de la com d'un petit club de foot, l'Olympique de Marseille. Je connais pas. Le mec qui va se faire détester par tous les Parisiens. Non, tu vois, il est brillant le mec et il est hyper accessible, tu vois, alors que peut-être que moi, si je m'occupais de la com de l'OM, je me mettrais plus de chaussurottes, quoi, tu vois, mais je passerais pas les portes tellement que j'aurais un boulard et pas du tout, quoi. Mais tu sais, sur Marseille, c'est marrant. On parlait du coup avec Mathieu Gamet de Culte, marque marseillaise un peu des années 2000. Et grosse marque, le mec. Énorme marque, mais tu vois, il nous disait, il y a 20 ans, c'était pas stylé d'être made in Marseille. Tu vois, il y avait déjà plein de marques, Caporal, Temps des Cerises. Personne disait qu'il était from Marseille. Et il disait, aujourd'hui, il sent que c'est en train de changer. Les gens, ils ont envie de dire c'est Marseille, ils ont envie de porter Marseille. Et du coup, c'est un peu changé, tu vois. C'est un peu ce que tu disais aussi, je trouve. Tu me chauffes un peu, tu vois, je garde mes mains là, je ferai pas le signe de Jules, mais oui, c'est Marseille bébé, quoi. Non, mais c'est vrai, on est hyper fiers, il y a des touristes tout le temps. Les étrangers vont plus à Nice. C'est cool Nice, j'adore Nice. Mais en vrai, c'est Marseille, quoi. Ouais. Tu viens voir, c'est la vraie vie. Tu parlais d'accueil, tu vois. Si tu connais pas et que ça arrive à la gare Saint-Charles, bon, l'accueil, il est un peu... tu restes pas là, c'est pas là que tu restes. Mais avec Arthur, on a un appart en locatif à Belzins, tu vois, ce qui est quand même Marseille un peu dur. Ouais. Et en vrai, les gens veulent être là, veulent être au cours Julien. Et à Belzins, c'est juste à côté. Maintenant, t'as Gros Bao qui s'est installé, t'as la mercerie, t'as la maison des Nines, à côté de pizzas emblématiques comme la pizzeria chez Sauveur ou l'épicerie idéale, tu vois. Enfin, il y a un côté un peu trendy en fait qui vient maintenant de ces endroits-là. Clairement. Parce que tu veux du vrai. En vrai, t'as plus envie de. T'as pas envie d'un truc hyper aseptisé, tout goudronné et avec des faux palmiers, quoi. C'est clair. Ok, donc image très forte, grâce notamment valeur de partage, un peu casser les codes. Et à la fin de la journée, tu fais quand même du fromage. Donc tu vends du fromage. Toi, t'es fromager. Comment t'es devenu fromager? Tu faisais quoi avant? Avant, j'étais dans le retail. Avant ça, j'ai fait donc du service en boîte de nuit et tout ça. Comment on devient fromager? Franchement, honnêtement... Déjà, je pensais que c'est de père en fils, tu vois. Bah ouais, c'est ça, c'est des métiers un peu... Si c'est pas le bon français avec une grande moustache, tu sais, l'image du mec de Grenoble, le mof, tu vois, exceptionnel, qu'on adore. Mais il a une fromagerie qui s'appelle Les Alpages à Grenoble, tu vois, c'est un mof, il a été élu meilleur fromager du monde. Un mof, pardon? Oui, meilleur ouvrier de France. D'accord, tu vois, il a des moustaches incroyables. Et tu te dis, mais comment moi
comment moi je vais ouvrir une fromagerie, quoi. Qui je suis pour faire ça? Et donc le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai commandé le fromage pour les nuls de François Robin, genre vraiment, et 2 autres bouquins. Et dans mon coin, j'ai lu, tu vois, j'ai regardé, c'est quoi l'émission de Jamie le dimanche Ah ouais. où ils sont dans le camion. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier, tu vois. C'est pas sorcier pour le fromage, je l'ai regardé une dizaine de fois, tu vois. Mais attends, mais toi... Pour vraiment voir si j'étais capable de faire ça. Mais d'où ça devient en fait cette envie de base de... Parce que c'est un switch quand même par rapport à ce que tu fais avant qui est joli, c'est un joli pivot quoi. Alors, bien 90 degrés comme angle. Oui et non, parce que je faisais du commerce, tu vois. Chez Fossil, j'avais une boutique, j'avais des équipes, donc l'expérience client elle était hyper importante. Donc ça, je suis pas passé de comptable à fromager où là, en plus du produit, tu as aussi le côté commercial. Commerçant. Oui, c'est vrai, je te dis ça, t'as raison. En fait, même si on en parlait un peu en off, en fait, t'es hyper commerçant et t'as ce truc-là qui est hyper important aussi dans un business de fromage ou d'autres. Donc ça, c'est un truc qui était vachement logique pour toi. En vrai, si t'es pas commerçant, ça marche plus, quoi. Enfin, maintenant, tu te bats contre Internet, tu te bats contre Internet, contre la grande distribution. Il y a des produits très bien chez Grand Frais et tout ça. Donc si toi, ton expérience client, elle est pas top, et que tu vends pas un truc de ouf avec le sourire, et comment tu gagnes contre tout ça? Donc le switch a été 40 ans, Covid, qu'est-ce que je fais de ma vie? Tu vois, qu'est-ce que t'aimes vraiment? Et en fait, c'était l'apéro avec les amis, les bons moments avec les amis autour de la table, et le fromage. Je suis du côté de mon père... Je mis en fait dans ce truc-là de partage en fait. C'est ce que je mange tout le temps. Tu vois, je suis pas méga viande, je suis d'une famille de bouchers du côté de mon père. Donc mon frère a des boucheries dans les quartiers nord qui s'appelle la boucherie Azoug, qui est top. Mais moi, c'est le fromage qui m'a toujours parlé et qui me parle encore. Donc je me suis dit, bon, bah c'est ça. Mais t'avais quand même ce truc finalement un peu artisan dans la famille, peut-être qui résonne aussi. Ouais, plutôt commerçant qu'artisan. Ouais, d'accord, ok. C'est encore un autre métier, la boucherie. Tu vois, encore plus dur quand même. Où, tu te lèves beaucoup plus tôt. T'y vas, quoi, tu découpes la viande. Désolé, on n'utilise pas les bons mots parce que nous, on vient pas forcément de ce monde-là, mais hyper intéressant en tout cas. Ben moi non plus, j'ai pas les bons mots parce qu'en fait, c'était pas mon monde non plus, quoi. Donc j'ai pas toujours les bons mots dans le fromage. En vrai, quand on sait pas, quand je sais pas, je regarde sur mon téléphone, je dis pas à un client n'importe quoi. Je dis, bah, attendez, ça, j'ai un doute. Ouais. Et donc voilà, le switch, ça a été qu'est-ce que t'aimes vraiment? Et c'est fromagerie, ça s'est imposé directement, quoi. Incroyable. Et donc du coup, le fromagerie pour les nuls, Jamie, t'as fait d'autres formations? Non, d'abord ça, avant de me dire... Et après, j'ai regardé ce qu'il y avait comme formation. J'ai appelé mon patron de l'époque et j'ai demandé comment je pouvais sortir. Mais avant ça, je voulais faire un stage. Donc, et pour faire un stage et être protégé, avoir les assurances, il faut avoir le chômage. Et pareil, pour lancer une boutique, c'est beaucoup plus facile d'être au chômage pour avoir les aides. Et, donc du coup, j'ai négocié une sortie. D'ailleurs, petit point là-dessus, une boutique et n'importe quelle entreprise. Enfin, le chômage, la petite blague, même dans les milieux tech, c'est le plus gros incubateur de start-up de France, c'est le chômage. Enfin, je vois ça, c'est toute personne qui lance une start-up, souvent il y a enfin, la France c'est un beau pays sur ce point-là. On oublie ça, on oublie qu'on a des aides. Tu vois, on a tendance, je suis commerçant, donc je râle sur ce que ça me coûte d'avoir des employés, je râle sur plein de trucs. Mais en vrai, quand il y avait que moi, bah, j'ai eu mon stage assuré gratuitement, j'ai une partie de ma formation payée, on nous a aidé à trouver un local, on a eu un prêt à taux zéro, enfin franchement on est hyper aidé, quoi. Et pendant 2 ans j'avais mon chômage, donc je pouvais lancer mon activité tranquillement. Si ça marchait moyen au début, bah, j'avais quand même mon chômage en backup, donc ça c'est trop cool. Et du coup tu te lances pour faire un truc totalement nouveau. Alors j'en parle d'abord à Arthur, qui est la personne avec qui je vis, et du coup il faut que ça se passe bien, quoi. Et ensuite il me suit, il me dit, il me dessine une fromagerie en 2-2. Moi, je savais même pas ce que c'était une charte graphique. Dessine-moi une fromagerie. Donc, non, mais je savais même pas ce que c'était une charte graphique, tu vois. Donc, Canva encore moins. Donc, il me dessine tout ça. Moi, si c'était que moi, ça se serait appelé la petite souris. Parce que c'était le surnom de ma maman qui mangeait de l'emmental la nuit quand elle était petite. Ce qui est hyper mignon pour le storytelling. Mais en vrai, il y a déjà 50 fromageries qui s'appellent la petite souris en France, tu vois. C'est pas du tout original. Et on serait pas en train de parler. J'aurais 800 abonnés. Et ce qui serait très bien, tu vois. Mais ce serait pas le même délire, quoi. Une petite souris dans une TN, je sais pas comment on est. La meulerie, il y a un truc un peu plus imposant, quoi. C'est la meulerie, quoi. Donc, on a parlé. J'ai fait un stage d'1 semaine. Ensuite, j'ai fait une formation de 5 semaines avec la Fédération du fromage pour apprendre pour l'hygiène, pour tout ce qu'il faut
tout ce qui est hyper important, quoi, tout le backup. Et j'ai refait quelques stages pendant l'été. Et après, on a ouvert. Il s'est passé 6 mois entre le moment où j'ai dit je veux faire ça et l'ouverture. C'est hyper rapide. Ouais, on a trouvé le local tout de suite, les financements très rapidement. Enfin, tout a été hyper vite. Pourtant, c'était post-deuxième Covid et plein été. Ah ouais. Incroyable. Ouais, non, mais attends, tu viens pas du tout du fromage, t'as jamais fait de création de boutique, tu disais tu savais pas, etc. C'est quoi ta secret sauce? Qu'est-ce qui a fait que, là tu prends un peu de recul, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? C'est Arthur. Ah, c'est beau. En fait, vraiment, hein, mais moi j'aurais abandonné à la base du business plan. Okay. Parce qu'en fait, tu sais pas faire un business plan si t'as pas fait une école de commerce. Moi un tableau Excel... Enfin, tu vois, pour la petite anecdote, avant, quand j'étais directeur de boutique, comme tout le monde, j'avais marqué sur mon CV je sais faire Excel, tout ça. En vrai, je savais pas, donc j'allais le soir, j'allais sur les anciens tableaux envoyés par les anciens directeurs et je recopiais les formules jusqu'à ce que ça rentre. Tu vois, je faisais les calculs à la main et je recopiais jusqu'à ce que ça matche, quoi. Donc, Arthur, en fait, on est tellement différents que lui, il a fait les business plans, il a monté la boutique et ça m'a permis de me former rapidement. Et pareil, dans notre logique... Donc, plus la structure et toi, la partie un peu cœur, un peu image... image, collaboration, expérience boutique. Donc, du coup, on a chacun nos forces. Et franchement, t'as tendance à vouloir t'associer avec quelqu'un qui est comme toi. Et pas du tout. Il faut prendre l'opposé de soi. Ouais. La personne qui n'a pas du tout les mêmes... Là, vous avez un peu cerveau gauche, cerveau droit, la partie calcul, la partie créativité. Exactement. Ok. Tu vois, il passe pas de temps en boutique, enfin un peu de temps en boutique quand je le force, ouais. Mais ça lui plaît. Mais on fait pas du tout les mêmes choses. On travaille presque pas ensemble. Ok, intéressant. À part sur la com. Ouais, ok. Et ça marche bien une fromagerie? Alors oui, ça marche bien. Ça prend du temps. Moi personnellement, je me paye maintenant, donc c'est déjà une grosse étape. Après, au taux horaire par rapport à ce que je touchais avant, dans mes 35 heures, c'est moitié moins, tu vois. Pour moi, je serais arrivé quand je toucherais la même chose que ce que je touchais avant. Après, t'as les frais, tout ça. Enfin, la vie, elle est cool. Franchement, je perds pas d'argent et j'ai des employés. Donc, à partir de là, ça fait 2 ans et demi. C'est déjà une victoire, ce qui n'est pas le cas sur des petites structures comme les nôtres. Le fait que je ne sois pas fromager de père en fils, ça nous permet de pivoter. Donc, si tu fais que du fromage, la première année, on a fait une énorme année. J'étais tout seul, en plus, avec juste des extras. On a fait une bonne année. Et à la fin de l'année, il ne restait pas grand-chose. Parce que ce n'est pas un produit qu'on transforme. Et la marge, avec toutes les augmentations qu'on a vues, elle n'est pas énorme. Ouais. Tu vois, le fromage, c'est une marge de 2. Enfin, tu fais du x2. Donc, une fois que tu as enlevé tous tes frais, il ne se passe rien. Ouais. Donc, nous, on a vite pivoté. On a rajouté le snacking, ce qui permet de ne pas avoir de pertes. Ce qui permet de faire du x3, tu vois. Et du coup, c'est plus intéressant. En fait, tu as prouvé que tu as de la clientèle, que tu as prouvé la valeur. Et derrière, en fait, tu peux affiner, aller chercher plus de marge et chercher la rentabilité, quoi. C'est ça. Et puis, c'est aussi pour ça que sur la première, on ne voulait pas faire de snacking au début. C'est j'arrivais en tant que nouveau fromager, moi en perso, nouvelle marque de fromagerie. Donc, du coup, on ne voulait pas brouiller le message. Ok. On ne voulait pas brouiller le message et donc on a... Ouais, je comprends. Venir vraiment un peu faire patte blanche, quoi. Fromage, ouais, voilà, fromage. On est fromagerie, on vend de la raclette, tu vois, on y va. Et là, maintenant, quand la deuxième, elle s'est ouverte à côté de la plage, on s'est dit, les sandwichs, c'est obligatoire. Et finalement, ça représente, je te dis ici, 60% de notre chiffre. Ah ouais, quand même. Donc la deuxième, elle est plus snacking que fromagerie. Est-ce que toi, tu ferais qui veut être mon associé? Enfin, est-ce que tu voudrais le faire? Est-ce que ça ferait sens ou peut-être pas du tout, hein, pas pour l'instant. Après, nous, on a vraiment pensé dans le développement, nos boîtes et tout, on a tout pensé dans le développement avec Arthur. Un de nos derniers posts pour la 3e boutique qu'on ouvre en juin, c'était qui veut être notre associé? Justement, ce qu'on croit dans moi, mon vendeur dans la première boutique, il est associé sur la suite. Ouais. Dans chaque nouvelle boutique, la personne qui est dedans investit et ouvre, et un patron à 30%, tu vois, avec nous, ou 30 ou 40 selon la négo. Génial. Donc on croit en ça. Je pense que maintenant, on est dans une époque où tout le monde veut avancer. Et si tu ne fais pas avancer avec toi, en fait, tu peux pas y arriver tout seul. Comment on gère un bad buzz? Sans transition. Sans transition. Alors, on a eu un petit sur une séance photo un peu sexy pour une DA en maillot de bain sur un bateau. Et on a des concurrentes qui n'ont pas très apprécié que ce soit des meufs en maillot et du fromage. Mais en même temps, on est à Marseille, tu vois. On le gère de manière différente. Si c'était que moi, j'aurais tout enlevé tout de suite. Ce qui est, selon ce que tu as fait, pas la bonne manière. Après, il faut quand même faire attention à ce qu'on poste.
Nous, vraiment, on en parle autour. Tu vois, on essaye de voir avec plusieurs personnes. Tu réfléchis parce que c'est pas le but de blesser qui que ce soit. Après, si t'es sûr que t'as rien fait de mal, tu gardes ton poste et tu prévois une réponse blindée. Donc, moi, je voulais l'enlever. Arthur a résisté. Il a fait un message à chaque personne qui nous a fait un mauvais commentaire en disant qu'on était contre les femmes, alors que c'était juste en maillot de bain. Et nous, on avait donné toute la DA de cette séance photo à une très bonne amie. Et cette séance photo, elle est magnifique, à l'argentique et tout. On s'est fait un peu brûler sur les commentaires. Parce que c'était du fromage avec une fille. La fille, c'était elle qui a fait la DA aussi. Et derrière, vous êtes fait reprocher que c'était trop sexiste. Exactement. Alors, c'est parti d'autres fromagères. Donc, je pense que le buzz avait un peu moins le bad buzz avait un peu moins de poids parce que c'est aussi des concurrentes. Même si j'aime pas dire le mot concurrente, parce qu'en fait, on fait tous le même métier, on met tous en avant le même produit. Et on l'a réglé en faisant le dos rond et en répondant à chaque personne en privé et sous les commentaires et sans supprimer les commentaires. Humainement, c'était horrible. Ouais, mais justement... Moi, j'ai pleuré et tout, enfin, l'enfer. Ouais, parce qu'il y a ce truc quand même où toi, tu bosses 7 sur 7 et comme tu disais, c'est ton business, c'est ton bébé, ou toi c'était le bébé du fromage, tu sais plus, mais je veux dire, c'est toi. Et en fait, ça peut avoir un impact hyper fort, notamment comme vous avez créé cette grosse image. Vous êtes jeune, en fait, je comprends que ça puisse être un peu dur, quoi. Non, un bad buzz, en vrai, maintenant, à notre époque, il faut vraiment faire attention. Enfin, tu vois, tu t'impliques pas en politique, tu fais attention à tout, quoi, mais parce que... Et en même temps, c'est normal, tu vois, il y a plein de gens qui ont assez souffert, ou avant, on n'avait pas assez de canaux de communication. Alors maintenant, ça part un peu trop dans tous les sens, mais on n'en avait pas assez. Donc, tu avais deux manières de penser, et c'était comme ça. Donc, tu as plein de minorités, et du coup, j'en représente plusieurs, qui n'avaient pas leur voix. Donc là, on l'a, et les gens l'ont, donc c'est normal qu'ils se défendent. Après, il faut quand même faire attention à ce qu'on écrit, et les gens, comme sur Google, ils n'ont pas conscience qu'il y a des gens derrière, que tu vois, tu travailles 7 sur 7. Moi, tu vois, ce matin, je suis arrivé à 7h. Je vais rentrer chez moi, il sera sûrement 20h. La plupart du temps, c'est ça. Le dimanche, c'est pareil. Je l'ai choisi. Mais tu travailles beaucoup plus et tu as moins de sécurité que quand tu es employé. Donc, en vrai, faites attention quand vous mettez un mauvais commentaire et une mauvaise note. Il y a des humains derrière. Moi, les fois où il y a eu des vrais problèmes ou un produit qui n'était pas comme il fallait, les gens ils t'envoient un message inbox, tu répares tout de suite, tu vois, t'es là. Et c'est vrai que le commentaire et la mauvaise note, elle est tellement violente. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est aussi bien en fait que les gens puissent s'exprimer quand il y a un problème, en fait, donc ça fait partie du jeu. Mais ce que je trouvais intéressant dans ce que tu nous disais, c'est que en fait, toi, tu as eu envie tout de suite de tout effacer, de revenir en arrière et un peu, voilà, de te mettre un peu la tête sous terre pour l'enlever. Et finalement, quand tu t'es retourné, tu t'es dit, bah, en fait, je suis dans mes valeurs, j'ai rien fait de mal. J'ai voulu blesser personne, viens on assume. Et en fait cette démarche elle me paraissait mais Arthur avait raison, hyper encore intéressante. Ouais. Quand est-ce qu'il vient à table, Arthur? Non mais c'est intéressant de voir que finalement une fois que tu as fait ce travail de comprendre est-ce que j'ai blessé quelqu'un, si oui pardon, mais si je l'ai pas fait, ben aussi je vais au fond dans mes valeurs et finalement c'est peut-être une façon intéressante aussi de gérer le sujet, quoi. Ouais, mais humainement c'est horrible. Ouais, j'imagine. Humainement les raisons en général c'est hyper dur, quoi. C'est hyper addictif, tu vois. T'as pas envie d'être la personne qui regarde les likes et les vues, mais en fait, tu l'es forcément. Tu postes un réel, tu retournes 10 fois vers ton téléphone voir s'il y a eu des vues. Moi, j'évite LinkedIn, justement, parce que moi aussi, j'en ai besoin. Mais en fait, c'est vrai que t'es obligé d'aller suivre tes likes, tes commentaires, et c'est chronophage. Ceux qui disent qu'ils s'en foutent, ils mentent. Bah, je sais pas comment ils font, en tout cas. C'est impossible. Mais moi, je suis pas très réseau, mais c'est que t'as eu un commentaire, tu vas regarder, quoi. Non, mais la réponse, c'est qu'ils mentent. Ils y vont, c'est obligé. À part un certain niveau où tu as des équipes, quand tu es méga connu et tout, mais en vrai, quand tu es dans un entre-deux et que c'est ta boîte et que ça joue sur ce que tu vas manger à la fin du mois, tu vas voir les commentaires. Ouais. Et en plus, maintenant, les gens, tu vois, c'est aussi une proximité. J'ai des commandes sur Instagram, on nous commande des plateaux de fromage, tu vois, on discute. Toi, alors attends, peut-être dernier sujet, parce qu'on a fait déjà un gros tour, mais le social commerce, le fait de commander sur Insta, toi, tu le vois un peu exploser ce truc, ou tu vois que on te commande beaucoup là-dessus? Alors, on commande beaucoup sur notre site. Au début, on était sur Uber et Deliveroo. Finalement, on a monté notre site avec Shopify. Un site fait assez simplement. Je te dis ça, c'est parce que c'est Arthur qui l'a fait, donc pour moi, c'était simple. Donc, il est très beau. Mais, et du coup, il déclenche pas mal de ventes sur les plateaux raclette et plateaux fromage.
Ok. Donc le social commerce, pas encore tant que ça commence un peu... On n'a pas mis dessus, à part sur les t-shirts qu'on fait avec Maison Mère. Ok. Ça marche bien, mais après, c'est pas quelque chose qu'on développe. Ok, d'accord, intéressant. Pour l'instant. Parce que nous, on le voit de plus en plus chez nos clients, mais sur d'autres types de clients, tu vois, où on développe même des IA qui vont répondre sur le... Ouais, ça part en couille. Mais ça monte un peu, donc intéressant. Après, on a fait un post avec une IA il y a pas longtemps. Ah ouais, ça a marché qui a très très bien marché. Ah ouais. En fait, c'était le jour où ils ont annoncé le défilé Chanel à Marseille. Ils ont annoncé le lieu. Et c'était le mardi soir. Et je dis, Arthur, demain matin, tu peux pas annuler tes rendez-vous et aller avec une de nos boîtes sur le Corbusier. Comme ça, on est le premier à faire une com. Oui, mais évidemment, il m'a dit non, qu'il y avait autre chose à faire. Et du coup, j'ai dit, bah, essaye avec ton truc où tu dis ça crée des images. Et donc, il a fait un post où tu as des personnes qui défilent en tenue Chanel et avec des têtes de fromage. Il y a une dizaine de photos et on l'a posté le lendemain. Et il a explosé. Ah ouais, ça a explosé. Il y a même des gens de la com de Chanel qui l'ont vu. Ah ouais. Tout, des comptes dans les pays asiatiques qui l'ont partagé. Ah ouais. Ouais, vraiment, il a cartonné. Et ouais, en même temps, Chanel, la France, fromage, Marseille. Et là, c'est sur le Corbusier, tu vois. Enfin, l'image d'IA, elle était bien faite. Et c'était le bon timing. C'était moins de 24 heures après l'annonce du lieu. Tous les Marseillais, ils m'ont parlé de ce défilé Chanel. Ça a vraiment été un truc important pour Marseille, j'ai l'impression. Bah, en vrai, ils sont toujours à Paris ou à Saint-Tropez. Donc, moi, ils n'ont pas eu de chance avec le temps. Ah ouais. Mais ils ont fait travail local. Pendant 5 jours, tu as eu plein d'événements. Dans Marseille, tous les traiteurs étaient mobilisés. Nous, on a travaillé dessus avec Daria et Odélia, qui ont déjà travaillé pour Jacques Mus. Vous avez travaillé dessus, vous ? Pas dessus directement. On a vendu nos fromages du coup à Daria et Odélia et à Provision. Et du coup, qui eux travaillaient sur des buffets pour Chanel. Ok, trop bien. Donc à travers eux, on faisait partie de cet événement. Et en vrai, la ville a été pleine de vannes noires. C'était trop bien, tu vois. Trop bien. Donc, t'as de plus en plus, comme la France se décentralise, j'ai l'impression que tu commences à avoir du Paris à Marseille, du Marseille à Paris. Exactement. Et en vrai, Jules, il a rempli un stade de France, je crois, en 3 minutes. Ouais. Donc c'est pas que Marseille. Incroyable. Écoute, merci pour ton temps. Là, merci on arrive à la fin de l'interview. J'aime bien poser 2 questions. Yes. C'est pas grave si tu les as déjà citées. Okay. Mais tu sais, où est-ce que tu nous conseilles d'aller manger à Marseille et qui est-ce que tu nous conseilles d'inviter à table ? Alors, il y a plein d'endroits. 2 personnes. Je vais te citer 2 personnes. Allez. Et après, les lieux, c'est dur. Je vais mettre plein de monde à dos. J'allais citer des pizzerias, mais il y a vraiment... Elles sont toutes bonnes. Elles sont toutes différentes, tu vois. Mais je te dirais, va manger à la pizzeria Sauveur avec Ludovic Turac. Ok. Et... Qui fait quoi ? C'est un chef étoilé de la table au sud sur le Vieux-Port. Incroyable. Et tu auras un vrai Marseillais, vrai fan de foot et un mec en or. Trop bien. Et on a hâte. Où tu prends Carlotta de chez Carlotta Weave pour aller manger une pizza à la pizzeria Bonne Mère. On n'est pas obligé de choisir. Hein. Nous, on peut aller manger avec tout le monde. Où tu prends Maëva qui a créé le concept de la pizzeria Bonne Mère et tu vas manger chez Carlotta Weave. Ah ouais, tu peux les interchanger comme ça, incroyable. Trop bien. Écoute, merci, on s'est régalé. Merci pour le fromage. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt, ciao.